Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Shoot, le podcast audio et vidéo de NWX. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité avec Damien Bolus. Salut Damien, ravi de te recevoir ici. Damien Bolus de donc, Tori Security, qui est une boîte en cybersécurité, tu vas nous en reparler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous présenter ton parcours, comment tu en es arrivé à la cybersécurité, qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Ouais. Alors donc Damien, Tori Security. Donc Tori Security, c'est l'aboutissement de ma carrière aujourd'hui, on dira ça. En gros, alors moi j'ai un parcours qui est plutôt classique, mais assez loin des clichés de la cyber. J'aurais bien aimé vous dire que je suis fan d'informatique depuis que je suis tout jeune et que j'ai hacké mes premiers logiciels à 6 ans, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai un parcours plutôt classique avec un bac S, parce que c'était plutôt ce que j'avais comme force. Ensuite, un DUT télécom et réseau à Elbeuf, donc vraiment pas très loin d'ici. Et puis une école d'ingé en informatique, donc système réseau. C'est là où j'ai vraiment commencé à faire de la cyber en fait. Ok, quand tu as commencé donc, dans les systèmes et réseaux, comment t'en es arrivé à découvrir la cybersécurité? Enfin, du coup, tu as découvert sur ces études-là. C'est ça. Et ça t'a plu directement Ouais, alors c'est assez dual en fait. En réalité, j'ai effectivement découvert la cyber parce que ça fait partie du cursus quand on fait système réseau, etc. J'ai eu la chance d'avoir deux intervenants à l'école qui étaient des sachants sur le sujet et qui étaient plutôt performant. On a eu en fait un ancien technicien informatique d'une ambassade. Donc la cybersécurité, même à l'époque où j'ai passé mon diplôme, c'était déjà un sujet pour eux. Et puis on a eu, et notamment je me rappelle en crypto, qui est un ancien de la DCRI, donc, qui est venu nous faire des cours de crypto, donc c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'est des gens qui avaient plein d'anecdotes, plein de choses à dire, et en fait à ce moment-là, forcément le domaine est sexy. Mais moi j'étais passionné par le réseau, et je me suis surtout dit qu'il était un peu tard pour s'y mettre, à cause notamment des clichés. Voilà. À la suite de ça, donc après une toute petite incursion dans le monde du jeu vidéo, j'ai bossé pour un intégrateur en informatique du coin. Et c'est là où j'ai eu l'occasion, par on va dire une entente avec un commercial, de lancer l'activité test d'intrusion. Ce qui s'est fait, on va dire presque naturellement et en sous-marin dans l'entreprise, mais voilà, ça s'est bien passé. Donc j'ai eu une première expérience qui s'est très très bien passée, où j'ai mis en application ce que j'ai appris en cours. J'ai beaucoup recherché, beaucoup travaillé par moi-même pour essayer d'avoir des supports, un livrable, une qualité professionnelle. Et puis à la suite de ça, je me rappelle pour l'anecdote, on avait dû vendre 10 jours, j'ai dû en faire 21. Ok. Voilà, ce qui dans le monde de la presta, on fait pas ça. Ouais. Voilà, on fait pas ça. Mais en fait, ça s'est très très bien passé. Le client était super content, et en fait, dans la foulée, il a repris des jours, etc. Donc finalement, voilà, bonne expérience pour moi, bonne expérience pour le client. Donc ça a marqué, ça a un peu imprimé, et puis on en a fait de plus en plus, et moi je me suis pris de passion pour le truc, me disant que ce que j'avais fait en cours et le rendu que j'avais fait pour le premier client, c'était pas du tout au niveau de ce que je voudrais. Et en fait, à la suite de ça, voilà, le virus qui prend, et puis voilà. Et donc tu as continué à apprendre en fait en t'exerçant, parce que tu as eu quand même, je suppose, beaucoup de théorie en cours. Et tu as continué à apprendre à aimer ce métier, et en fait, c'est possible d'apprendre en pratiquant encore directement sur une activité professionnelle quand on est dans l'informatique, en tout cas, ou dans les réseaux. Je vais parler pour au moins ce que je sais c'est-à-dire sur la cyber. C'est possible d'apprendre en pratiquant, mais pas de zéro. Ouais, la cyber, en fait, c'est un peu un domaine un peu méta. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour sécuriser un système, il faut quand même comprendre comment le système est censé fonctionner de base. En fait, enfin, pour mon métier en tout cas, donc pour le test d'intrusion, faut bien comprendre que le jeu, c'est d'aller détourner les choses de leur objet initial, d'aller passer entre les différentes couches de sécurité. Donc fatalement, il faut comprendre comment ça fonctionne à la base.
Donc ça veut dire qu'on peut apprendre la cyber sans jamais avoir fait de cyber à partir du moment où on s'intéresse de près ou de loin à l'informatique. Mais il faut quand même des bases qui sont bien établies, enfin bien solides quand même pour pouvoir progresser. Après, la cyber, c'est un domaine qui est ouvert vraiment à tout le monde, sous toutes ses formes cette fois, pas que le test d'intrusion. Il y a vraiment de tout, mais je crois qu'on en reparlera. Bah justement, ouais, tu me fais une belle transition vers la suite. Tout à l'heure, tu parlais de cours de crypto. Là, je pense que les gens qui nous regardent connaissent quand même un petit peu dans les grandes lignes ce que représente la cybersécurité, mais peuvent avoir du mal à se l'imager, à vraiment comprendre quelles sont les différentes missions, les tâches. Là, tu parlais aussi des tests d'intrusion, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu justement ce que c'est pour toi la cybersécurité? Comment tu le présenterais? Alors, cybersécurité, c'est un mot qui est relativement récent et c'est en fait l'ensemble des méthodes, des techniques, des outils, des lois, des politiques internes ou internationales qui ont pour but de protéger l'information. Donc de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus proche de nous et du monde de l'entreprise, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a dit là, l'ensemble des actions qu'on va pouvoir avoir et des choix qu'on va pouvoir faire pour protéger les données, les systèmes et éventuellement les informations. Okay. Voilà. Historiquement, c'était plus, on parlait de sécurité informatique et de sécurité de l'information, qui sont deux domaines presque liés, mais pas que. La sécurité informatique, c'était vraiment tout ce qui était lié au système informatique, plutôt de près, et la sécurité de l'information, c'était tout ce qui traitait l'information de façon générale. Donc il y avait de l'informatique dedans, mais il y avait aussi les échanges que les gens ont à la machine à café ou avec les différents clients. C'était très proche de quelque chose c'est très proche d'un sujet qui a déjà été traité dans le podcast, qui est l'intelligence économique. Ouais. En fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc c'est assez proche de ça, et en fait, c'est une des composantes en tout cas de ça. Voilà. Donc ce qui pourrait se rapprocher, cette deuxième partie, plus de ce que fait un DSI du coup, un peu aujourd'hui, mais que sur la partie informatique. Alors en fait, s'il faut faire une séparation, parce qu'aujourd'hui c'est assez flou, en vérité, on va parler de DSI, de RSSI, donc RSSI pour la partie sécurité informatique, DSI pour la partie direction du système d'information. C'est une réalité qui existe, mais je suis pas sûr que, vu la typologie des entreprises en France, ce soit une réalité pour tout le monde. En réalité, on a un DSI, son métier c'est de s'assurer que l'outil informatique, en fait le système d'information, ce qui est un peu plus large que l'outil informatique, soit taillé pour rendre les fonctions à l'entreprise. Ouais. Le RSSI, ou n'importe qui a la fonction 2, son objectif c'est de s'assurer que ce même système d'information soit créé et maintenu de façon à protéger l'organisation. Donc protéger les informations, protéger le système d'information. Ok, donc ça, c'est ce que tu vas retrouver dans une entreprise, et de manière générale, ça englobe quoi comme métier du coup, toute la cybersécurité, et donc aussi cette première partie dont tu parlais tout à l'heure. Alors la cyber, c'est très 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 large. Il y a des gens dont le métier c'est de créer, d'architecturer des systèmes. Et donc, avant de répondre à la question, je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Effectivement, on parle de cybersécurité, j'ai parlé de sécurité de l'information, de sécurité informatique. Il faut peut-être définir ce que c'est que la sécurité, tout court, pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais dire après. En fait, la sécurité, c'est quelque chose qui va être entendu sous 3 composantes. On a la composante auquel les gens pensent le plus souvent, c'est la confidentialité. Ça, c'est un pilier qui est extrêmement important, c'est s'assurer que les informations ne sont pas connues à l'extérieur du cercle de diffusion que moi j'ai souhaité. La deuxième composante, c'est l'intégrité. Donc s'assurer que les informations ne sont modifiées que par une action volontaire. Okay. Et la troisième, c'est la disponibilité. S'assurer que les systèmes ou les informations sont disponibles dans la plage qui est définie.
Alors, c'est un concept qui est souvent mal compris, mais ce qu'il faut entendre, c'est que voilà, les pompiers, c'est du 24/7, 365, alors que le support de ma machine à laver, beaucoup moins. Et en fait, il y a une histoire de plage, il y a une histoire de prévision. Voilà, j'ai prévu que mon système de support pour ma machine à laver, il fonctionnait pas après 17 heures, donc de toute façon, c'est normal que je puisse pas le joindre. Les pompiers, beaucoup moins. En fait, tout ça, ça va jouer, et une atteinte à n'importe lequel de ces critères, dans les plages entendues, ça va être une atteinte à la sécurité. Donc à partir du moment où on a dit ça, en fait, on a intérêt à ce que nos systèmes ils soient disponibles, à ce qu'on puisse s'assurer de l'intégrité des données, et que les informations puissent être confidentielles. Et il y a des gens qui travaillent sur toutes ces problématiques-là, des mix des combinaisons de ces problématiques-là. Si je prends la chaîne un peu dans l'ordre, on a des gens qui font de l'architecture, de l'infrastructure, des réseaux. En fait, globalement, leur métier, c'est de s'assurer de dessiner des infrastructures qui servent conformément à ce qu'attend l'organisation. Et je ne vais pas dessiner un site web, enfin une application pour le SAMU versus une application pour une association. Il n'y a pas les mêmes contraintes en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité. Donc évidemment, il y a des règles qui sont très différentes, avec évidemment des budgets aussi qui sont très différents, mais c'est logique. Voilà, donc ça c'est la partie architecture, infrastructure. Ensuite, il y a des gens qui vont mettre en place tout ça. Donc c'est plutôt des intégrateurs, des ESN, des choses comme ça, des entreprises de ce genre-là, qui vont en fait mettre en place les systèmes tels qu'ils ont été designés. Donc là, on est vraiment dans le dur, on est sur du boîtier, sur du logiciel, sur de la configuration, et sur l'action d'après, c'est-à-dire l'exploitation, donc le maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité. Donc eux, ils vont avoir aussi les ESN, etc., qui vont mettre en place. Ils vont aussi avoir une partie cybersécurité, même si c'est pas dans les métiers qu'on penserait englober directement. Ouais, mais en fait, mettre en place un pare-feu, c'est aussi de la cybersécurité. Voilà, en fait, c'est pour ça que le terme est vraiment un mot extrêmement large, parce que ça touche beaucoup de choses, et tout le monde dit faire de la cybersécurité, et en fait, c'est rarement à tort. Évidemment, voilà, si j'installe un pare-feu, c'est de la cybersécurité. Donc ces gens-là, ils font de la cyber, et en fait, c'est vachement important de le comprendre, mais il y a effectivement le fantasme des gens qui attaquent, etc. Mais nous, on arrive bien après, en fait. Il y a les gens qui font l'architecture, l'infrastructure, il y a les gens qui vont la mettre en place, qui vont la maintenir en condition. Il y a éventuellement des gens qui vont surveiller que tout se passe bien. C'est, on va dire, une nouvelle activité qui a le vent en poupe en ce moment. Il y a des gens qui vont ensuite la tester et la faire évoluer. Là, on est plus proche du test d'intrusion. Mais quand j'ai dit ça, j'ai parlé que des métiers techniques. Ouais, et donc il y a encore d'autres métiers derrière. Il y a plein d'autres métiers. Il y a des métiers dont, il y a un métier sur la gestion de risque et conformité. C'est-à-dire faire des analyses de risque, essayer de définir, d'identifier les différents risques que court une organisation. Et travailler pour s'en protéger. À côté de ça, on a des gens dont le métier c'est la conformité, c'est-à-dire j'ai un référentiel, j'ai une organisation en face et des pratiques, il faut que j'arrive à faire rentrer mon organisation dans ce référentiel, donc à la faire rentrer dans l'ère de la conformité. Et tu es confronté à des gens encore dans ce domaine-là qui faisaient de la gestion de risque depuis longtemps, qui maintenant doivent se mettre à la cybersécurité, en tout cas qui n'ont pas toute cette partie informatique, réseau. Mais en fait, initialement, les gens qui font de la GRC ne sont pas nécessairement des gens techniques. Et en fait, ils n'ont pas besoin de l'être. C'est bien s'ils le sont, mais ils n'ont pas besoin de l'être. Parce qu'en fait, quand mon métier, c'est de m'assurer qu'une organisation respecte tel règlement, alors on va prendre un exemple basique que tout le monde connaît, donc le RGPD. Si je dois m'assurer qu'une organisation respecte toutes les préconisations du RGPD, c'est de la GRC. Et j'ai pas besoin d'être un spécialiste en informatique pour guider une organisation dans la conformité. Je peux, mais ça peut m'amener des choses, je peux avoir une vision particulière, mais en fait, j'ai pas besoin de l'être. Il faut par contre que je connaisse les métiers de l'informatique, les contraintes, etc. Donc c'est très particulier, et c'est des métiers qui sont assez proches, pour faire un parallèle extérieur, avec les métiers de la qualité.
Ouais. Donc dès lors qu'on va parler des qualiticiens, les normes ISO 9001, etc., on est à peu près sur le même sujet. Donc il y a des gens dont le métier c'est ça, donc là on n'est pas sur du technique. Il y a des gens qui font de la formation, il y a des gens qui font de la veille, il y a des gens qui font du renseignement. Donc c'est une pratique aussi qui est pas très répandue, mais de façon très professionnelle, très pointue, mais qui en fait existe dans toutes les composantes. Ça s'appelle le renseignement sur la menace ou Cyber Threat Intelligence. En gros, l'idée c'est de se dire, on a tout un tas d'acteurs malveillants. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Qui ils sont? Ouais, prévoir les risques. Les identifier, éventuellement les prévoir et être capable de recouper telle action avec tel groupe. Parce que ça peut dire quelque chose des motivations. Il y a des groupes qui sont plutôt... alors si on prend des choses qu'on connaît, il y a des groupes qui sont plutôt des groupes dits étatiques. Et à côté de ça, il y a des groupes qui sont plutôt des groupes criminels. En vrai, il y a plutôt un mélange des deux. Mais en fait, ça veut dire que si j'ai un groupe qui a plutôt des actions étatiques, il a des cibles qui sont plus naturelles pour lui. Ouais. Et donc, à un très haut niveau, si j'ai des besoins d'évaluer le niveau de risque d'une organisation, c'est important d'être capable de savoir qui peut lui en vouloir. Voilà, il y a des gens qui font ça et c'est aussi un métier, tout comme il y a des gens qui font de la veille sur les vulnérabilités. Et puis il y a le dernier métier peut-être qui fait parler, c'est la recherche. Donc recherche sur des techniques au sens de faire progresser la recherche et le niveau de connaissance en sécurité. Et celui qui est le plus connu, c'est la recherche de vulnérabilité. Là, on a des gens dont le métier, c'est de passer du temps à chercher des vulnérabilités dans des systèmes. Ce qui est très différent de ce que je fais moi, finalement. Justement, donc toi, quand tu vends du service en cybersécurité, t'englobes toute cette partie technique. Est-ce que, de manière générale, plutôt, il y a les boîtes qui disent faire de la cybersécurité, rendent des services en cybersécurité, prennent un panel de ces métiers-là et le reste, il faut voir avec d'autres acteurs. Comment ça fonctionne un petit peu? Ça dépend. Ok. Ça dépend vraiment. Alors moi, j'ai fait le choix d'être un pure player, donc je fais que de la cybersécurité au-delà de ça, j'ai même fait un choix très précis. Je suis que sur une seule niche, c'est-à-dire je fais quasiment que de l'évaluation de sécurité. D'accord. Donc je fais du test d'intrusion, de l'audit, du scan de vulnérabilité. À côté de ça, je fais du conseil associé du conseil et de la formation associée à ces pratiques-là, mais je ne fais pas d'intégration de logiciels, je ne fais pas de configuration, de surveillance, etc. Tout ça, moi, je ne fais pas. Il y a des tas d'autres acteurs, parce qu'ils ont les compétences, ou pas d'ailleurs, mais j'y reviens juste après, qui vont, avoir quelque chose d'un panel beaucoup plus large d'actions. En fait, il y a des gens il y a des tas d'entreprises, et notamment les plus grosses, qui vont de l'architecture jusqu'à la Cyber Threat Intelligence. Et en fait, c'est pas dérangeant du moment qu'on a les compétences en interne. Et c'est là où je reviens sur mon argument de tout à l'heure sur les compétences ou pas. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est sur un domaine qui n'est pas un domaine régulé. On n'est pas un domaine réglementé, on n'est pas architecte, on n'est pas avocat, on n'est pas médecin. Et donc, en fait, demain, tu pourrais tout aussi bien, toi, dire que tu fais de la cyber. C'est problématique pour pas mal de gens. Seulement s'ils ont la compétence pour se rendre compte que t'es pas meilleur qu'eux. Ouais. Et ça c'est un sujet aujourd'hui parce que c'est de nature à freiner les choix des décideurs parce qu'ils ont du mal à se retrouver dans un panel d'offres qui est très très large. C'est évidemment pas mon rôle de dire qui est censé être là et qui est pas censé être là, parce que c'est même pas du tout mon sujet. Par contre, on se rend bien compte que entre un avocat qui vient de débuter et un avocat qui a 40 ans de pratique, on n'a pas le même résultat. Entre un avocat qui est généraliste et un avocat qui est spécialisé sur un sujet, on n'a pas le même résultat derrière. Et en fait, c'est un peu ça le sujet ici, c'est que tout le monde peut dire en faire, que c'est un domaine qui est encore assez méconnu et qui est plein de fantasmes, et donc c'est très difficile c'est parfois difficile pour un décideur de savoir évaluer l'acteur qu'il a en face de lui. Justement, pour un peu aiguiller les décideurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut savoir
sur comment se protéger, je pense que c'est en fonction de son domaine qu'on va aller chercher quelles sont les choses sur lesquelles on doit se protéger, tu me diras, et aussi donc quels sont les différents risques auprès desquels il faut se protéger quand on a une entreprise, mais de manière générale, comment on décide un peu tout ça C'est alors difficile de faire une seule réponse. Ouais. Les risques, en fait, il y a une part de risque qui est commune à tout le monde. Et puis il y a des risques qui sont très précis pour une organisation en fonction de ses objectifs de sécurité. Il y a des menaces qui existent tout le temps, hein. Tout le monde a entendu parler des rançongiciels, des ransomware, tout le monde a entendu parler des fraudes au président. Voilà, il y a plein de choses et en fait, voilà, sans que ce soit forcément une menace très précise pour les gens, au sens où ils vont comprendre quels sont les enjeux derrière, comment elle se déroule, les mots parlent. Maintenant, pour se protéger, je dirais que le premier sujet, c'est déjà de faire un diagnostic, de faire un inventaire de ses propres risques. Ce qui passe par le fait de définir quels sont mes objectifs à moi. Okay. Je m'explique, si je suis alors j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, d'une industrie. Donc c'est une chaîne de production avec des produits chimiques qui vont tourner du début de la chaîne jusqu'à la fin pour obtenir le produit fini. Et en fait, il se trouve que si la chaîne s'arrête à un moment, on arrête tout, il faut tout jeter, tout nettoyer, on ferme pendant une semaine ou deux et après on recommence. Ouais, donc pour eux, le principe c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Ouais, voilà. C'est-à-dire que pour eux, la disponibilité de l'information et du produit, de la chaîne, c'est extrêmement important parce que s'ils s'arrêtent, ils perdent des centaines de milliers d'euros. La confidentialité de leur formule, c'est finalement un sujet qui est secondaire. Parce que déjà les formules, elles leur sont données par les industriels avec qui ils travaillent, etc. Et puis il faut se rendre compte aussi que oui, à l'intérieur de l'usine c'est un sujet, il ne faut pas que tout le monde sache pour pouvoir repartir avec la formule, mais finalement déjà il faut que l'usine tourne. Donc on voit bien déjà la différence, alors qu'il y a des domaines et on imagine bien certains domaines où la confidentialité c'est extrêmement important. Donc dès lors que j'ai défini mes objectifs, je suis plus à même d'identifier pour un mini-diagnostic, une mini-analyse de risque, ce que moi je dois faire. Donc il y a des risques, comme je disais, que tout le monde court, le risque de rançongiciel, le risque... Ça c'est des attaques purement criminelles. Ouais. C'est quoi les différentes attaques auxquelles on peut... En fait, il y a plein de choses. Il y a effectivement, donc on a notre rançongiciel qui est entre guillemets le truc phare. Tout le monde a entendu parler du rançongiciel ou d'une entreprise qui s'est fait avoir. Il y a des tas d'entreprises qui sont victimes de rançongiciel, mais c'est pas la seule menace. Je parlais tout à l'heure de la fraude au président. En fait, si on prend des domaines très larges, on a des attaques techniques, des attaques humaine, j'y reviens juste après, la fraude au président en fait partie, puis ensuite on a les incidents, et en fait si juste j'ai oublié de payer la facture d'électricité et que le serveur s'arrête, c'est un incident, ça joue sur ma disponibilité que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc à une échelle beaucoup plus importante, on peut bien voir qu'un serveur, un disque dur qui pète, un serveur qui s'arrête, un service pour lequel on n'a plus la licence parce qu'on a oublié de la renouveler. Tout ça, c'est des trucs que j'ai vus. Ça peut largement handicaper une entreprise. Il y a des trucs très bêtes, on est obligé de faire notre compta quand on est une entreprise. Si j'ai plus de compta, je suis très embêté. Si je fais de l'achat-revente et que j'ai plus de stock, j'ai plus de facture, je suis très embêté aussi. Donc là, c'est un peu la même idée. Donc il y a tous les incidents, c'est une barre, je me suis pris les pieds dans le câble et j'ai tout arraché. C'est très très bête, mais ça a des impacts sur l'organisation. À côté de ça, effectivement, on a les attaques techniques, donc le ransomware, c'est celle qu'on connaît le plus. Il y en a des tas d'autres, et notamment des tas d'autres formes de piratage. Donc là, on est sur de l'action malveillante. Et on a aussi des attaques sur les humains. C'est aussi des attaques malveillantes, mais celle-ci, on y pense beaucoup moins. J'en parlais tout à l'heure, notamment la fraude au président, la fraude aux faux ordres de virement. On a des nouvelles fraudes qui arrivent aussi avec l'IA, etc. Il y a plein de sujets. En fait, l'idée, c'est de se dire, plutôt que de pirater un système, je vais pirater un humain.
On sait comment fonctionne le cerveau humain et on va en abuser. Tu as peut-être entendu parler des brouteurs qui vont. Alors les brouteurs, c'est ces gens, alors qu'on a appelés comme ça, qui sont en gros des spécialistes de l'escroquerie romantique. Voilà, donc leur métier à eux, ou en tout cas leur activité à eux, c'est d'aller sur les sites de rencontres, d'aller sur les annonces, etc., de trouver des personnes fragiles, ou en tout cas des profils de personnes fragiles, et à partir de là, de rentrer en contact avec elles, de se prétendre dans une relation qui va devenir une relation amoureuse à distance, et très vite d'obtenir de l'argent. Et donc à la suite de ça, effectivement, la fraude au président, la fraude aux faux ordres de virement, c'est un peu la même idée. C'est cette idée que on va aller non pas tromper une personne grâce à des moyens techniques immédiatement, mais utiliser la façon dont les gens réfléchissent, utiliser les mécanismes et tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir pour tromper les gens. Le principe de la fraude aux faux ordres de virement, c'est de se faire passer pour un prestataire d'une entreprise en envoyant une facture ou une relance ou envoyant un message en disant voilà, on a changé de RIB, merci de faire le virement vers ce nouveau RIB. Et d'obtenir de l'entreprise qu'elle fasse le virement. La fraude au président, c'est obtenir aussi un virement, mais cette fois en se faisant passer auprès d'un subordonné pour le président ou un partenaire du président, en mettant de la pression psychologique pour obtenir une action qui le plus souvent est un virement. Ok, donc pour ça il faut aussi qu'ils connaissent par exemple les subalternes des présidents, ou pour avoir justement de quoi faire des pressions psychologiques, et là ils vont aller chercher sur des trucs perso, je suppose. En fait, c'est pas de la menace, à la vérité on obtient assez peu de choses avec des menaces, on n'obtient qu'une seule fois. L'idée c'est vraiment de convaincre les gens qu'il faut le faire. Le principe est, voilà, on a eu des exemples avec, à un moment le patron est en vacances, alors il est en vacances, il est injoignable, et c'est le moment où la taxe se déclenche, quelqu'un se fait passer pour lui ou pour un partenaire de confiance, un avocat, un truc comme ça, et va appeler l'assistant de direction en disant bah écoute, voilà, il faut faire le virement pour telle affaire qui est en cours, etc. Il a des renseignements, il a des informations qui semblent être normalement privées entre ces deux personnes-là, et il va obtenir grâce à ça une certaine crédibilité. Après la crédibilité, il va lancer une action qui est plutôt une action de pression, parce qu'on sait qu'en fait, sous pression, on a une abolition du raisonnement classique. Et donc, en fait, quand je mets de la pression à quelqu'un, il va pas être en mesure de réfléchir normalement. Donc, avant de demander beaucoup d'argent, ce qu'il va falloir faire, c'est m'assurer que la personne comprenne bien que si elle fait pas ce que je fais, si elle fait pas ce que je lui demande, l'entreprise est finie. C'est un peu ça le sujet en fait, c'est si on fait pas ça, on recevra pas les pièces à temps et c'est fini. Si on fait pas ça, le tel deal tombe à l'eau, et voilà, mettre beaucoup de pression pour faire en sorte que tout ça se fasse et passe plus facilement. Ça permet aussi d'obtenir de quelqu'un qui l'outrepasse son fonctionnement normal en fait.